Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Vous avez dit EFOP, l'émission qui vous dit tout sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Bonjour Bernard. Bonjour Jonathan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, plus de 90% des Français ont déjà songé à faire une reconversion professionnelle. La crise et les transformations des métiers encouragent ce phénomène de société qui touche tous les âges et vient perturber les traditionnelles carrières linéaires. Alors, quels sont les dispositifs et les leviers activés pour mieux accompagner ces transitions professionnelles? On en parle tout à l'heure avec nos invités, car pour l'heure, une seule question, êtes-vous accro? Alors Mathieu, vous continuez à nous décrypter les acronymes du monde de l'EFOP. Quels sont ceux qui ont retenu votre curiosité aujourd'hui? Alors, Jonathan, je voulais vous parler du CREFOP. Alors le CREFOP, déjà, qu'est-ce que c'est ça? Le CREFOP, ce sont les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. C'est une instance qui est importante, c'est le lieu de concertation de l'État, de la région et des représentants des employeurs et des salariés sur ce champ de l'emploi-formation. Les CARIFOREF, tels que Défi Métiers, en sont également membres, je crois. Tout à fait, oui. Pour l'exercice de ces fonctions, le CREFOP s'appuie notamment donc, sur les travaux des CARIFOREF. Et non seulement Défi Métiers, donc, et le CARIFOREF francilien, est membre du CREFOP, mais il en assure également le secrétariat permanent. Alors est-ce qu'on va peut-être faire un petit rappel de ce qu'est un CARIFOREF? Alors, les CARIFOREF, ce sont les centres d'animation, de ressources et d'informations sur la formation et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation. Et en Ile-de-France, comme vous l'avez dit, le CARIFOREF, il s'appelle Défi Métiers. Et concrètement, alors le CREFOP, de quoi s'occupe-t-il? Alors, il s'occupe de beaucoup de choses. Ils permettent donc la coordination des différents acteurs du champ et s'assurent de la cohérence des programmes de formation dans la région. Le CREFOP participe par exemple à l'élaboration du CPRDFOP, en fonction bien sûr des orientations données par la région. Oula, alors le CRDFOP, là, il va falloir aussi préciser. CPRDFOP ou CPRDFOP, comme on dit dans le milieu. Ah oui. C'est le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Alors, CRDFOP ou CRDFOP, c'est pas si facile à prononcer. Hein. CPRDFOP, tout à fait. Ce n'est pas seulement, à mon sens, l'un des plus beaux acronymes de ce champ, de l'emploi-formation, c'est aussi un document d'une grande importance puisqu'il définit les priorités de la région et ses plans d'action en matière d'orientation et de formation professionnelle pour les 5 ans à venir. Un petit dernier acronyme pour la route? Alors oui, quand on parle du CPRDFOP, il faut savoir qu'il doit être réalisé en cohérence avec les autres schémas de programmation régionale, comme le Même vous avez du mal. Le SRDE2I, c'est-à-dire le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, qui définit donc les orientations de la région en matière de développement économique, ou encore le SRFSS, qui est le schéma régional des formations sanitaires et sociales, schéma pour lequel, là aussi, Défi Métiers est sollicité par la région pour son expertise. Merci Mathieu pour ces acronymes et ce point essentiel sur le CREFOP. Tout de suite, on va passer à la thématique du jour et accueillir nos invités. Plus de 90% des Français ont déjà songé à faire une reconversion professionnelle. La crise et les transformations des métiers encouragent ce phénomène de société qui touche tous les âges et vient perturber les traditionnelles carrières linéaires. Rien que sur le premier trimestre 2022, ce sont près de 500 000 personnes qui ont suivi une reconversion. Alors, quels sont les dispositifs et les leviers à activer pour mieux accompagner ces transitions professionnelles? Les moyens sont-ils à la hauteur des enjeux? Pour en parler, on accueille Karine Seller, Audrey Perrochot et Stéphane Masse. Karine Seller, bonjour. Vous êtes haut-commissaire aux compétences au ministère du Travail. En quelques mots, c'est quoi le rôle d'une haut-commissaire ? J'ai l'immense responsabilité, d'abord merci de votre accueil, j'ai l'immense responsabilité d'assurer la mise en œuvre, le déploiement du plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan de 15 milliards d'euros qui a été voulu par le président de la République pour globalement multiplier par 2 l'investissement en formation des personnes en recherche d'emploi, avec une priorité sur des publics
plus vulnérables, en tout cas qui, dans l'idée de remettre peut-être un peu d'égalité des chances, des publics qui ont décroché tôt du système scolaire, ou des gens qui sont justement confrontés à des reconversions et qui ont pu connaître au cours de leur carrière des accidents de parcours. C'est donc un investissement très important au service de peut-être la remise en dynamique professionnelle et la reconversion qui a été conduit au cours du quinquennat précédent. Alors, bonsoir Audrey Perrochot. On vous accueille pour la deuxième fois sur le plateau de l'émission. Audrey, vous êtes directrice du développement des territoires à Pôle emploi. Et on imagine que Pôle emploi doit souvent rencontrer des personnes en situation de reconversion professionnelle. Tout à fait, bonjour, merci de votre invitation. Et en effet, Pôle emploi, nous avons la responsabilité et l'honneur de mettre en œuvre avec d'autres le plan d'investissement dans les compétences, dont Karine Seller vient de parler, puisque l'État et des conseils régionaux en particulier nous font confiance aussi pour contribuer à identifier les demandeurs d'emploi qui vont bénéficier des formations et puis nous-mêmes acheter et concevoir les formations qui vont répondre aux besoins de compétences des entreprises. Et oui, les mutations sont fortes dans les territoires et dans les secteurs professionnels, donc les enjeux de compétences et de reconversion, c'est tous les jours. Et alors face à vous, Stéphane Masse, vous êtes le directeur de Transition Pro Île-de-France. Bonjour, en quelques mots, Transition Pro. Écoutez, Transition Pro, nous sommes un acteur majeur des mobilités professionnelles, de la reconversion. Et je dis cela pourquoi? Tout simplement parce que nous finançons la reconversion des salariés du secteur privé avec un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. 500 millions accordés par l'État chaque année pour accompagner plus, en tout cas en Île-de-France, 11 000 bénéficiaires, avec 6 000 bénéficiaires réellement qui ont pris ce véhicule-là, mais aussi avec la validation des acquis de l'expérience. On aura certainement l'occasion d'en parler puisque nous portons la validation des acquis de l'expérience depuis peu de temps. On pourra vous donner des éléments d'éclairage. Et nous sommes aussi porteurs de Transco. Transco, nouveau dispositif pour apporter des solutions aux entreprises qui sont en situation de mutation. On aura aussi certainement l'occasion d'en parler, avec un budget de 500 millions sur le plan national pour accompagner ces reconversions. Et le dispositif aussi démissionnaire, on en reparlera aussi. Parce que ce dispositif, pas trop, il est essentiel. Il est essentiel et vous allez voir que c'est assez étonnant. On parle de ça dans quelques instants, car tout de suite, je me tourne vers Bernard qui nous introduit le sujet du jour, c'est le Quesaco. La vie est changement. Je crois que personne n'en doute. Et le monde est en transformation permanente. C'est très important parce que l'humain a créé aussi un monde. Et donc ce monde est en transformation. Ça veut dire que l'humain doit s'y adapter. Il s'adapte à ce monde qui est en transformation. Des fois, il en est même moteur en termes de transformation. Il s'y adapte. Et pour s'y adapter, on utilise des termes de transition, de reconversion, pour pouvoir s'adapter à ce monde. Alors, s'y adapter, mais aussi pour évoluer éventuellement dans ce monde. Et ce qui est très important quand on parle de reconversion, c'est que là, on est dans quelque chose d'assez spécial pour l'humain. C'est qu'en fait, c'est d'une part une évolution de métier, c'est-à-dire du service rendu aux autres, l'utilité qu'on a aux autres. Ce n'est pas complètement l'emploi, ce n'est pas direct, même si l'objectif va être l'utilisation du métier, c'est-à-dire l'emploi. N'empêche que la reconversion, c'est vraiment le métier. C'est quel service je vais rendre aux autres et quelle évolution je vais en faire. Ça, c'est très important parce qu'on rentre pour la personne dans une dynamique identitaire quand on parle de reconversion, et donc d'une transition. C'est un passage vers quelque chose. Et cette dynamique identitaire est l'occasion très souvent d'un alignement ou d'un réalignement sur des valeurs, sur des envies, etc. Ça veut dire qu'on est au cœur de quelque chose qui est de la transformation de l'humain et de l'être humain à ce moment-là. Voilà. Alors, c'est d'autant plus important, c'est que, eh bien, il va y avoir en face de ce moment-là une institutionnalisation par des dispositifs, des systèmes, on va en parler. Et ça demande beaucoup de précautions, beaucoup d'attention, beaucoup de conscience des uns et des autres pour faire avec. Donc on va pouvoir développer ce sujet-là. C'est pas pour rien, il me semble qu'il y a un rôle essentiel de l'État dedans, des partenaires sociaux, de Pôle emploi, on va en parler justement, pour assurer ces moments qui sont souvent délicats pour les personnes,
puisqu'il y a une identité professionnelle qui est en train de se reconstruire. Merci beaucoup Bernard. Les reconversions professionnelles, on continue d'en parler dans quelques instants avec nos invités, mais juste avant, on est allé vous demander votre avis sur le sujet. Vos réponses au micro d'Hugo Meurot. Regardez. Je n'ai jamais fait de reconversion professionnelle. Je voulais faire un CAP boucherie alors que je suis pharmacienne. Je suis toujours resté moi dans mon même comment on appelle ça, dans mon même cursus et même secteur d'activité depuis quasiment 6 ans maintenant. Je suis actuellement en pleine reconversion professionnelle. J'étais dans un secteur professionnel administratif très traditionnel et j'ai pu faire une formation professionnelle par Jeunesse et Sport. J'ai fait l'erreur de faire informatique, surtout en support. Je pense qu'il faut repartir soit dans l'étude de l'histoire ou juste dans le nucléaire. J'étais auxiliaire vétérinaire auparavant et je poursuis mes études pour devenir vétérinaire. Et il faut savoir que c'est pas du tout le même cursus. Plus d'une fois, j'ai failli abandonner, je me suis dit j'en ai marre, j'en peux plus, pourquoi pas faire ça? Mais non, j'ai jamais été jusque-là, j'ai pas eu assez, le déclic pour ce genre de choses. Je pense vraiment avoir trouvé ma voie pour le coup. Je fais partie d'une génération où j'avais pas de difficulté pour trouver du travail. J'ai exercé un métier dans lequel tout le monde était très content d'exercer ce métier. Je me rends compte que le boulot, ça va rapidement, ça m'épuise mentalement. C'est pas vraiment une reconversion avec une formation, mais par l'activité même, quoi. J'envisage des formations pour, pour élargir un petit peu mes compétences et bosser dans pouvoir bosser sur des boulots qui sont un petit peu transversaux. Ma fille, oui, elle travaille dans l'imprimerie, elle parle souvent de se reconvertir, mais c'est pas évident, quoi, parce que... L'argent. Il faudrait que j'arrête de travailler et donc j'ai décidé de continuer ma carrière professionnelle classique. Être un peu plus stable économiquement. Il faut prendre des risques et puis... Quand on a des enfants, c'est difficile. Il faut que je me renseigne sur les formations, savoir si c'est possible de le faire en cours du soir, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même très pratique. S'il y a un problème, au moins j'ai des fonds pour sortir. C'est difficile, mais ça se passe très bien. Tant qu'on a la motivation de toute façon et qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, il n'y a pas de souci, il faut vraiment foncer. Changer totalement, ouais, de vie. Foncer et changer totalement de vie. Le cap n'est pourtant pas toujours si facile à franchir. Karine Seller, une réaction à ce micro-trottoir? Oui, merci de ce micro-trottoir parce que je trouve que c'est un concentré des questions que nos concitoyens se posent. Et effectivement, cette idée de la reconversion, elle est forcément empreinte de questionnement sur soi-même, sur son identité professionnelle, mais aussi sur son identité propre, sur en quoi on sert aux autres, en quoi on sert à soi-même. On peut dire que par ailleurs, le Covid a sans doute encore renforcé ces questionnements, et c'est une bonne chose, de cette question de l'utilité à soi et aux autres. Et puis, c'est quand même une période empreinte de doute. Les témoignages le disent bien. D'abord, de doutes liés à... tout simplement, ses revenus. Faire une reconversion, ça prend du temps, ça suppose d'apprendre autre chose. Donc, c'est des périodes qui sont empreintes de doute sur, ne serait-ce que comment on assure les conditions de son existence, donc des questions de revenus de substitution. Mais au-delà de ça, je crois que ça ne se résume pas à ça. C'est des questions aussi sur... cette capacité à se projeter, mais aussi... et nous, on va reparler sans doute de la VAE, mais très attaché à l'idée de dire, quand on fait une reconversion, on ne repart pas de zéro, et c'est un message à adresser aux actifs. Il faut d'abord partir de ce qu'on sait, et il n'y a rien de pire. Enfin, je crois que personne n'a envie de se mettre dans une situation de reconversion en se disant, je vais repartir à l'école, dans une situation très académique, comme si je n'avais rien appris au cours de ma première partie de vie professionnelle. Donc, se dire que, et c'est aussi une façon de sécuriser, enfin, de donner envie, de partir de ce qu'on sait déjà, de toutes ces micro-expériences, et parfois c'est plus que micro-expériences, pour les mettre à profit d'une nouvelle expérience professionnelle. Et ça, c'est, je crois, très important pour permettre à certains qui disaient je me pose la question, mais je n'ai pas franchi le pas, que c'est possible. Pourquoi c'est un sujet essentiel en ce moment, peut-être plus qu'auparavant? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je crois que ça a toujours été un sujet important, y compris pour les entreprises et leur rentabilité. C'est un problème, c'est un enjeu pour soi, mais c'est aussi un enjeu pour les entreprises. Avoir des salariés qui sont bien dans leur basket, qui sont bien formés,
et qui ont acquis les compétences nécessaires, c'est vraiment un enjeu très important pour nos entreprises. Donc ça a toujours été un enjeu important, je crois qu'on ne le découvre pas aujourd'hui. C'est encore plus fort aujourd'hui parce qu'en réalité, on le sait très bien, on va changer plusieurs fois de carrière au cours de sa vie professionnelle. Et d'ailleurs, la dame le disait très bien, enfin plusieurs dames l'ont dit très bien, moi, j'ai pas changé de carrière. Enfin voilà, c'est fini les carrières linéaires où on démarre dans une profession, à la limite on gravit un certain nombre d'échelons, mais on reste toujours dans ce même métier. C'est de moins en moins vrai. On va changer plusieurs fois de métier. C'est nécessaire, c'est important. Et donc, c'est un changement profond. C'est lié à l'accélération des transformations. On a quand même transformation liée à la digitalisation. Transformation des métiers. Transformation des métiers eux-mêmes. C'est lié aussi à des transformations qui vont impacter l'ensemble des métiers qui sont la transition écologique. Et on n'en mesure peut-être pas encore complètement les modalités, mais il va y avoir des changements de métier. Bref, il y a un certain nombre de transformations qui sont à l'œuvre et qui font qu'en fait, il faut qu'on se prépare à ça. Et donc, il faut faire en sorte que ces transitions soient moins vécues comme des drames ou des traumatismes ou des périodes difficiles qui sont associées à des risques ou à des remises en question, mais presque, entre guillemets, les banaliser. Alors, se reconvertir, c'est jamais banal. Bernard le disait tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut que ça soit moins... il faut que ça devienne quelque chose de plus naturel. Et c'est vrai pour éviter des parcours heurtés et que des gens se retrouvent sur le bord de la route ou sur le carreau. Mais c'est vrai aussi, encore une fois, pour les entreprises. À ce double égard, c'est vraiment essentiel. Alors, il y a une tendance quand même, puisque 500 000 personnes ont quitté leur emploi en France rien que sur le premier trimestre 2022 pour suivre une reconversion professionnelle. Et entre 2016 et 2021, c'est un actif sur 4 qui a entrepris une reconversion. Vous l'avez ressenti, vous, cette tendance à Pôle emploi, Audrey ? Alors déjà, avant le Covid, qui a donc fortement changé les choses, Karine Seller le rappelait, il y avait plus d'un tiers des demandeurs d'emploi qui cherchaient dans un métier différent de celui qu'ils venaient de quitter, en général pas complètement de leur propre chef. Voilà, donc cette tendance en est là, comme vous le disiez, elle est là de fond, mais en effet, elle s'accentue par rapport aux éléments que Karine Seller indiquait, et puis aussi les modèles économiques des entreprises ont changé. Et donc, aujourd'hui, quand on fait des reconversions, il y a moins de grands groupes, il y a moins de secteurs d'entreprises où on peut en fait changer de métier tout au long dans l'entreprise. Et donc, ça passe par changement de métier et changement d'employeur. Et c'est là où on a l'enjeu collectif, justement, d'assurer la sécurité pour l'actif, pour la personne et pour le demandeur d'emploi. Et sachez que les reconversions professionnelles, alors c'est un grand mot, reconversion, mais les réorientations ou simplement prendre un autre métier ou un autre emploi que celui dans lequel on exerçait préalablement, c'est assez courant. 50% des demandeurs d'emploi, à l'heure où je vous parle, en fait, retrouvent un métier dans un autre domaine que celui qu'ils ont exercé auparavant. Donc ça se passe quand même globalement bien. 1 sur 2, quoi. Exactement. Et la période est quand même, c'est l'actualité, l'enjeu sociétal d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au deuxième trimestre donc, de cette année, la DARES indiquait qu'il y avait 360 000 emplois vacants à pourvoir. Voilà, donc il y a de nombreuses opportunités, des nouveaux métiers, des métiers qui se transforment et une prise de conscience dont on parlait qui fait que nous, on est là pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises justement à faire en sorte de s'adapter, de transformer, d'être acteurs dans tous ces changements pour une économie de plein emploi. Vous-même, vous vous êtes adapté à cette demande peut-être plus importante pour l'accueil des demandeurs d'emploi ou pas forcément. On peut être en emploi et souhaiter une reconversion. Tout à fait. Alors, Pôle emploi accompagne particulièrement les personnes sans emploi, quoique une grande partie des demandeurs d'emploi, c'est souvent méconnu, travaillent à temps partiel, donc de matière permittente. Donc, on accompagne les demandeurs d'emploi, en effet, à préciser leur projet professionnel. Je pense qu'on y reviendra. On a développé des nouveaux services. La mise en situation, j'en reparlerai. La VE, on en a parlé un petit peu. Et évidemment, ça va tout à fait en lien avec le plan d'investissement et compétences et donc le doublement des formations. Donc, il y a des milliers de formations gratuites qui sont proposées aux demandeurs d'emploi dans les métiers qui recrutent, dans les métiers en tension. C'est l'industrie, les services, la construction. Voilà, pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur transformation et aussi aider, parce que c'est un point important de la réussite des transitions professionnelles, aider les demandeurs d'emploi qui s'interrogent quand ils sont dans un secteur global, un domaine, mais ce n'est pas très précis, à identifier
particulièrement les métiers vers lesquels ils vont pouvoir réussir dans leur reconversion. Parce que est-ce que les métiers qui recrutent sont les métiers les plus demandés en même temps par les demandeurs d'emploi ou pas forcément? Parce que dans les métiers les plus prisés, il y a les services aux particuliers, le commerce, le transport, l'hôtellerie-restauration et les bâtiments publics. Et est-ce que c'est ce qu'on vous demande? Pas forcément. Ces points-là rejoignent en effet l'autre sujet qui va avec, qui est le grand mot de l'attractivité, de l'information. Voilà. En fait, spontanément, un certain nombre de demandeurs d'emploi ne disent pas forcément les métiers ou les secteurs que vous avez indiqués parce que certains n'ont pas l'information, finalement, tant que ça recrute. Ils peuvent avoir des représentations qui sont erronées. Les métiers se sont beaucoup transformés. L'industrie, ce n'est plus sale. Il y a du numérique, de la qualité de service, de la relation partout, dans les métiers de service aussi. Les métiers ont tous des avantages et des contraintes, voilà. Et l'important, c'est que ça matche, comme on dit, avec les éléments profonds de la personne. Et donc, on a un grand rôle avec tous nos partenaires, les missions locales, etc., de donner la vraie information et de permettre aux demandeurs d'emploi de voir complètement qu'est-ce que ça fait, de changer leur représentation, d'ouvrir leur chakra quelque part, puisqu'on parlait de changement, et puis aussi aux entreprises de les aider à valoriser tout ce qu'elles peuvent proposer dans l'emploi sur lequel elles recrutent et aussi sur la transformation de carrière. Alors, une autre question se pose, c'est celle des éléments déclencheurs de ces reconversions. Et quels sont les types de reconversions constatées? On a posé la question à Béatrice Delay, responsable des études qualitatives à France Compétences. Nous avons conduit une étude auprès d'individus qui ont initié ou terminé un parcours de reconversion professionnelle sur les 5 dernières années. Cette étude nous a permis en premier lieu de mettre en exergue la diversité des parcours de reconversion. Premièrement, dire que la reconversion n'est pas réductible à un changement de métier en seconde partie de carrière. On s'est en effet aperçu que les jeunes étaient surreprésentés parmi ces personnes qui avaient pu connaître une reconversion professionnelle. Deuxièmement, les changements de métier ne sont pas l'unique modalité de reconversion professionnelle. On a aussi des reconversions qui consistent en des changements de statut. L'entreprise est une figure qui peut être partie prenante de cette reconversion, là encore contrairement à l'idée qu'on peut en avoir. Autre élément de diversité, c'est la temporalité de ces reconversions. On a des reconversions conformes un peu à la représentation spontanée qu'on en a, qui correspondent à la concrétisation d'un projet mûri depuis longtemps et qui trouve à un moment ou un autre à se concrétiser, donc qui s'étale sur un temps relativement long. Mais on a aussi des reconversions qui s'inscrivent dans des temporalités très courtes, c'est-à-dire qu'il s'est passé très peu de temps entre l'émergence de l'idée d'une reconversion et sa concrétisation dans un parcours. Autre élément de diversité important, c'est le recours à la formation. C'est-à-dire que certes, la formation constitue une brique récurrente dans les parcours de reconversion, mais elle n'est pas systématique. Et on a effectivement des gens qui invoquent qu'ils ne souhaitaient pas recourir à la formation. Enfin, autre élément de diversité de ces parcours, on a clairement 2 figures assez marquées par rapport à l'appréhension du risque associé à un parcours de reconversion. On a d'un côté les gens qui, tout au long de leur parcours professionnel antérieur, ont été confrontés à des situations de changement, d'évolution de leur environnement technologique, professionnel, etc. et qui du coup ont acquis une certaine confiance dans leur capacité à s'adapter à une situation changeante. Et de l'autre, des individus qui ont été durablement cantonnés au même poste, qui ont connu une carrière relativement immobile et qui, pour le coup, appréhendent fortement le risque associé à cette reconversion professionnelle. Donc là, on voit poindre aussi le rôle préventif que peuvent avoir les entreprises qui, par leur politique d'accompagnement, de professionnalisation, de montée en compétences des salariés, vont plus ou moins tendre à amenuiser ou au contraire majorer la confiance que les individus peuvent avoir dans leur capacité, dans leur pouvoir d'agir, dans leur capacité à affronter et à composer avec une certaine dose d'imprévisibilité, de déstabilisation que génèrent nécessairement des bifurcations professionnelles. Merci Béatrice. On voit les différents types de reconversion, parfois à rebours des idées reçues. Tenez, un fait étonnant, ce sont les jeunes qui sont finalement très présents, alors qu'on pourrait se dire qu'a priori, les reconversions professionnelles, ça peut concerner des gens qui ont déjà une certaine carrière. Eh bien là, pas forcément. Non, 2 ans après la sortie de l'école, ils pensent déjà à la reconversion. C'est la folie. Hein. Non, c'est ce qui ressort de pas mal d'études. Ce qui est très important aussi à dire, c'est qu'il faut faire la part des choses. Il y a quelque chose qui est... dans notre société où on a une opposition qui se fait entre ce qu'on appelle les entreprises, c'est souvent des responsables d'entreprises d'ailleurs, et des personnes. On parle des métiers qui sont très demandés, où on voudrait emmener tout le monde, ça serait bien si on pouvait les emmener.
il y a quand même un fondamental, et je reviens à ça, on parlait de chakra, ça me plaît bien, d'humain, c'est qu'il faut faire confiance aussi aux personnes. De temps en temps, je dis que les problèmes de besoin de main-d'œuvre qu'il y a en ce moment, c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que ça oblige à rendre tout le monde un peu plus intelligent, y compris dans les entreprises. C'est-à-dire, on va réouvrir et on va faire confiance aux personnes. Et donc, pour emmener quelqu'un, par exemple, sur de la formation, il faut aussi faire confiance en disant, le choix qu'il fait d'un métier ou de d'emploi, c'est ce qui lui plaît, de toute façon. Et parce que ça lui plaît, il va s'y investir. Et à partir de là, il pourra, on va dire, faire quelque chose dedans, en quelque sorte, comme on dit. Et puis, contrairement aux idées reçues aussi, chaque reconversion ne nécessite pas forcément un recours à la formation. Il y aurait même plus de 4 reconversions sur 10 qui se font sans formation. Ou des formations qui peuvent être courtes, par exemple, les formations formées avant recruter, les formations 100% emploi, comme on dit, les aides à la formation avant embauche, en 3 mois et demi, une personne, sur la base des compétences qu'elle a déjà développées dans ses expériences professionnelles précédentes, complète, développe les compétences qui lui manquent et rentre direct dans l'entreprise. Donc, mais en fait, même pour aller au-delà, la question de la reconversion, elle interpelle, elle questionne d'abord la capacité à accompagner la construction du projet. Alors c'est un peu ce que disaient à la fois Bernard Barbier et Audrey Perrochot. Et en fait, là, il faut qu'on fasse équipe, c'est-à-dire parce qu'on voit bien qu'il y a de la mobilité parfois qui est subie. On a des personnes qui sont devenues demandeurs d'emploi, mais on a aussi des mobilités choisies. Dans tous ces cas de figure, le sujet, c'est d'abord, ça renvoie à la question de l'accompagnement, au conseil en évolution professionnelle, et donc à la capacité à, encore une fois, écouter la personne pour ne pas partir de rien, pour lui permettre de se projeter et de capitaliser, d'identifier les acquis dont elle dispose et de construire un projet professionnel qui lui corresponde, mais qui corresponde aussi aux besoins des entreprises et de casser parfois certaines représentations. Je frappais, j'étais hier à un forum qui est organisé par Women in Digital, un programme qu'on finance, qui est destiné à des femmes pour les orienter vers les métiers du numérique. On sait très bien... insuffisamment de femmes qui se dirigent vers ces métiers et en même temps d'énormes besoins de recrutement et des entreprises qui ne trouvent pas. Cette question de l'orientation, elle est centrale, de faire découvrir, de parfois casser l'autocensure, de faire découvrir des nouveaux métiers et d'ouvrir des perspectives professionnelles et de construire des ponts et des passerelles. Et cette dimension-là, elle est centrale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mobiliser comme ingrédient de la formation, valider des acquis? Ça vient après, il faudra ne jamais négliger, encore une fois, la dimension de sécurisation du parcours et de prise en charge de la mobilité. Mais d'abord, ce qui est central, c'est d'accompagner la personne. Alors, il y a différents services et dispositifs visant à soutenir les individus dans leur transition professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, l'aide à la création d'entreprise, la reconversion par l'alternance, un Pro-A, le compte personnel de formation, bien évidemment, on l'a dit. Et il y a le projet de transition professionnelle et Transco. Je me tourne alors vers vous, Stéphane Mas. C'est quoi exactement le projet de transition professionnelle? Écoutez, dans un premier temps, je veux quand même rebondir sur le conseil en évolution professionnelle. C'est un moment fondamental. Ça permet justement à ces salariés, à ces demandeurs d'emploi, de pouvoir poser la question de la reconversion et d'être accompagnés, non pas en leur imposant un parcours ou un métier cible, mais bien en les faisant accoucher de leur projet professionnel. Et ça, c'est intéressant. C'est bien la démarche du CEP. Malheureusement, on peut dire que le CEP est encore mal connu, même si ça se développe. Il faut dire que chez nous, lorsqu'on analyse un peu la situation, on a 34% des salariés qui ont déposé un projet de transition professionnelle qui sont passés par le CEP, même si on a eu plus 4% en 2020 et plus 37% en 2021. On voit bien l'effet qui s'opère, mais on a encore une communication à mener ensemble. On parlait justement de réunir les partenaires pour faire mieux connaître encore le congé, enfin non pas le congé, mais le conseil en évolution professionnelle, mais qui peut amener un congé formation, parce que derrière c'est ça, et par rapport au projet de transition professionnelle, le PTP comme on dit. Et là, c'est extraordinaire en France. Nous avons des outils, une palette d'outils qui peuvent répondre aux différentes, je dirais, problématiques, aux différents individus. Et le projet de transition professionnelle en est un. C'est une spécificité française. Ça veut dire que nous allons pouvoir financer la formation, mais aussi le maintien de la rémunération pour un salarié qui souhaite s'engager dans une formation certifiante. Mais écoutez, c'est un coût entre 30 000 € et plus de 100 000 € pour les formations pluriannuelles.
C'est destiné aux personnes déjà en emploi. Qui sont salariés du secteur privé, selon alors CDD, CDI, travail temporaire, enfin bon, selon un certain nombre de conditions d'entrée. Et là, on a un dispositif qui, justement, peut tout à la fois répondre aux problématiques des secteurs qui sont en difficulté. Et on l'a vécu, notamment pendant la période du Covid, où on avait le commerce, le secteur aérien, l'hôtellerie-restauration. Et on a eu donc des individus qui sont venus naturellement vers nous pour aller vers d'autres secteurs et métiers porteurs. Je pense au numérique, je pense au sanitaire et social, qu'on n'a pas évoqué, qui est un secteur extrêmement porteur, ou encore au transport. Et puis, on a vu, vous l'avez dit, arriver des personnes qui, lors de la période du Covid, se sont questionnées avec une notion de sens et de changement de vie. Ce que vous évoquiez, ce que tu évoquais tout à l'heure, Bernard, si tu me permets de te tutoyer, on se donne dans la vie courante. Eh bien, là, on voit émerger de nouveaux projets extrêmement intéressants. Et on parlait notamment, j'en terminerai là, des personnes qui démissionnent. Eh bien, on a vu notamment avec un autre dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, notamment chez les cadres. C'est assez intéressant chez les cadres, qui d'ailleurs disent souvent, en fin de compte, à 38%, lorsque je ne m'entends plus avec mon employeur, je préfère démissionner. Et ils vont prendre ce dispositif-là, progression exponentielle. Il faut savoir qu'on va faire 2000 en Ile-de-France, 10 000 sur le plan national, plus 25% en Ile-de-France, plus 50% ce dispositif l'année dernière. Et on voit ces cadres qui disent, mais moi je prends ce dispositif parce que je vais pouvoir soit créer une entreprise, soit changer de vie professionnelle et je vais ainsi pouvoir être pris en charge dans le cadre en fin de compte, de mon ARE, parce que c'est ça, c'est-à-dire l'aide au retour à l'emploi, et je vais pouvoir percevoir les acronymes. Percevoir le chômage. Et là, c'est hyper intéressant. Et là, on a des projets de vie. C'est le cadre dans le numérique qui va aller vers, je sais pas, les métiers d'ébéniste. Voilà. Et là, on a quelque chose aussi qui est en train de se passer. On a bien ces deux phénomènes qui s'opèrent. Et puis, il y a un nouveau dispositif également de transition collective, cette fois dit Transco, mis en place l'année dernière, avec 500 millions d'euros ont été mis sur la table par l'État pour ce dispositif. L'idée, c'est quoi? C'est de changer de métier sans passer par la case chômage, c'est ça? Alors, l'idée est la suivante, ça a été voulu par l'État et les partenaires sociaux. En 2021, qu'est-ce qui se passe? On sort du Covid, période compliquée, on a des entreprises qui doivent anticiper ces fameuses mutations qu'on a évoquées, écologiques, économiques, technologiques, numériques, tout ce que vous voulez. Et afin d'éviter de se retrouver face à des situations difficiles, eh bien, l'État, avec les partenaires sociaux, ont créé ce dispositif qui permet à une entreprise de mobiliser ce dispositif pour des emplois fragilisés et aider les salariés à aller vers une mobilité externe, vers des emplois qui recrutent sur les bassins d'emploi. Parce que là aussi, on en parlera. L'important, c'est la proximité. La reconversion, elle se passe aussi, le plus souvent lorsqu'elle est réussie, dans le bassin d'emploi, dans le bassin de vie du salarié. Et ça, c'est un dispositif qui a été mis en place et qui commence progressivement à trouver, on va dire, sa place. Il y a encore des ajustements à opérer. Ça reste... Voilà, tout à fait. Ça reste encore dans une démarche encore expérimentale, en quelque sorte. Mais voilà, il y a quelques signaux positifs qui sont intéressants. Alors justement, on a un témoignage d'un responsable en ressources humaines qui, suite à une baisse d'activité post-confinement dans son entreprise, a décidé de mettre en place une transition collective. On regarde. Je suis Thomas Papuchon, le responsable RH du groupe Forme Développement, qui détient les salles de rythme sur Paris et Boulogne. Avant le confinement, on était sur un manager par club. Suite à la recentralisation de leur mission, on avait une tendance à un manager pour 2 clubs. L'idée globale, c'était de tendre vers une réduction des effectifs tout en évitant un licenciement économique. L'idée de la Transco est venue d'une de nos salariés qui faisait partie des emplois fragilisés. Cette salariée, à plus de 35 ans, revenait d'un 2e congé maternité. Elle nous a fait part de son envie de ne plus faire des ouvertures et des fermetures, d'être disponible 7 jours sur 7, d'être toujours à l'écoute de son équipe. Suite à divers entretiens, elle a pris contact directement avec son APEC qui lui a proposé la formation Transco. Voulant se réorienter vers le poste de clerc de notaire, celui-ci faisant partie de la liste des emplois porteurs sur l'Île-de-France, il a été naturel d'entamer une démarche de Transco avec cette salariée et donc avec les emplois fragilisés, nécessitant au préalable l'accord de la DRIET par un accord GEPP. Pour le salarié dont l'emploi est fragilisé, Transco permet tout d'abord
de suivre une formation qualifiante pendant un long cursus, 2 ans dans son cas, dans le but d'obtenir un BTS clerc de notaire. Ça lui permet également d'avoir un maintien de salaire pendant toute la période de formation. Ça lui permet toujours d'avoir un pied dans l'entreprise car nous gardons contact avec nos salariés en formation. Et surtout, en cas d'échec à sa formation, ça lui permet de réintégrer notre société à un poste similaire ou à un emploi à rémunération équivalente. Et pour l'entreprise, Transition Co a permis d'avoir une solution supplémentaire à toutes les offres de reclassement interne qu'on propose aux salariés et aux toutes formations internes. C'est donc une solution supplémentaire pour éviter d'avoir recours au licenciement économique qui entraînerait un climat pesant sur la société et démoraliserait l'ensemble des équipes. On voit là les avantages du dispositif Transco pour le salarié d'un côté et puis pour l'entreprise de l'autre aussi finalement. Le maintien du salaire, on l'a vu pendant la durée de formation, la possibilité de rester dans l'entreprise, ça aussi c'est assez intéressant. Et puis il s'agit, vous le disiez, de former sur les métiers porteurs. Alors oui, pas que, mais en effet il y a une liste de métiers par région qui a été constituée pour répondre au plus près aux besoins du territoire. Mais comme m'a dit c'est bien Bernard, ça laisse aussi l'opportunité aux salariés de pouvoir, par rapport à ses propres enjeux, ses propres questionnements, ses propres envies aussi, d'aller vers d'autres métiers qui recrutent. Et ce qui est intéressant, c'est que le lien avec l'entreprise n'est pas perdu, comme pour le projet de transition professionnelle. Quand on parlait de sécurisation des parcours, eh bien, nous voyons quoi? Nous voyons que le salarié reste attaché à son entreprise source, et si jamais, eh bien, sa reconversion vient à ne pas fonctionner, il peut très bien revenir. On le voit dans le cadre du projet de transition professionnelle, et on le voit aussi dans le cadre de Transco, en tout cas. L'un des Transco, il y a un autre Transco qui est un peu plus spécifique qui rompt le contrat de travail. Je ne rentrerai pas ici dans les détails. Et là, c'est intéressant. On est dans une logique de sécurisation, même si on sait que, in fine, lorsqu'on regarde réellement, par exemple, si on prend le projet de transition professionnelle, les salariés qui ont pris ce dispositif-là, 8 sur 10 sont en emploi à la fin, je dirais, de leur formation. On a 6 mois et on est sur un dispositif très intéressant. Quant à Transco, c'est intéressant lorsque vous avez déjà la passerelle entre ces entreprises qui recrutent et ces entreprises qui, elles, vont devoir travailler sur la fragilisation de leur emploi dans le cadre des mutations. Et là, lorsqu'on a les deux, on voit un système qui fonctionne plutôt bien. Alors, on connaît la grande histoire de Transco, celle qui a la première, qui a été initiée par De Richebourg, par Monoprix, par Corian en face. Et là, on a eu vraiment une interaction. Et on voit bien qu'on a un facteur de succès lorsqu'on réussit à réunir et on a avoir des mobilités qui s'opèrent. Sur quoi? Sur, en fin de compte, des bassins de mobilité. De mobilité, quand je parle de mobilité, un territorial proche. Et je dirais, deuxièmement, sur les compétences. Lorsque les compétences sont proches entre des métiers, les mobilités sont facilitées. Alors Bernard, en quoi, vous êtes sur l'humain, vous, donc je me tourne vers vous souvent, en quoi un candidat en reconversion peut-il être une valeur ajoutée pour un recruteur? C'est un plus s'il fait le choix. C'est-à-dire que quand c'est subi, c'est une problématique. Mais à partir du moment où c'est une reconversion, ce qui est la majorité des cas, puisque c'est une évolution personnelle qui en vient à dire « je me reconvertis », il est dans une dynamique de faire un choix d'aller vers. À partir du moment où on va vers, on s'investit sur. Et c'est fondamental à comprendre, en fait. Beaucoup de pratiques de recrutement sont à revoir dans les entreprises parce qu'on veut sélectionner. Au lieu d'ouvrir les bras, en ce moment, on les ferme. On hyper sélectionne au lieu d'ouvrir les bras en disant bah, s'il a envie de faire ça, je peux l'aider. Parce que, bien entendu, il y a une rationalisation on parle de l'entreprise. C'est une rationalisation qui est fausse. Ce sont des responsables d'entreprise qui doivent maintenant réouvrir les bras et accueillir des gens et dire, bah tiens, je vais réinvestir. Donc, une formation, pas de formation, etc. Mais en tout cas, de réouvrir pour faire en sorte qu'il y ait des possibles qui soient dits aux personnes. L'exemple très simple sur les métiers porteurs, nous on est un peu réticents à ce concept-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la base des embauches aujourd'hui est aussi sur les départs à la retraite qui sont remplacés. Ça veut dire que quasiment l'ensemble des métiers ont besoin de personnes. Alors effectivement, on va pointer des métiers soi-disant porteurs parce qu'on dit que là, mais c'est souvent des effets de presse
il y a des besoins sur des métiers qui ne sont pas créateurs d'emplois nouveaux, mais en tout cas qui doivent remplacer des personnes. Donc il y a une ouverture qui est à faire, et c'est ça que je prône en tout cas. Et Karine Seller. Oui, en fait, la reconversion, c'est donc cette capacité de conseil qu'on évoquait tout à l'heure, d'accompagner les personnes vers les nouveaux univers professionnels qui recrutent et pour lesquels il y a des besoins. Il y a un certain nombre d'outils à mobiliser ensuite parce que on doit pouvoir former sur des compléments de formation. La validation des acquis de l'expérience que j'évoquais tout à l'heure est centrale. On est en train de la réformer de façon très profonde pour en simplifier l'accès, que ce soit moins basé sur des recueils de preuves extrêmement complexes et finalement beaucoup d'écrits, mais que ce soit vraiment la vérification de la capacité à faire qui soit reconnue. Donc il y a un certain nombre d'ingrédients à mobiliser, mais effectivement, dans cette phase où on connaît des très fortes tensions de recrutement, dans beaucoup de secteurs, mais aussi effectivement en raison de la transformation des métiers qu'on évoquait tout à l'heure, le numérique, la transition écologique, le vieillissement de la population, on a tout ce qui est autour de la silver economy, des enjeux dans le secteur effectivement sanitaire et social, enfin bref, et qui touche en fait la totalité des métiers. On a effectivement derrière en fait le bout de la chaîne à ne pas négliger, et le bout de la chaîne c'est inciter les entreprises à repenser effectivement leur process de recrutement, ou en ce qui me concerne, puisque moi je déploie le plan d'investissement dans les compétences qui est destiné encore une fois à multiplier par 2 l'effort de formation pour des publics plus vulnérables, penser des recrutements plus inclusifs. Nous, on dit au secteur de la tech, qui est donc du numérique, confronté à d'énormes difficultés de recrutement, vous ne réussirez pas si vous continuez à avoir un profil de recrutement unique sur un niveau ingénieur, et si vous ne pensez pas des parcours ascendants à l'intérieur de vos métiers, avec des publics qui sont plus atypiques, souvent d'ailleurs plus résilients, qui seront plus motivés, et qui auront des capacités de progression dans votre entreprise, qui seront finalement vos ressources, qui vont peut-être être plus attachées aussi, plus fidèles à l'entreprise et qui auront des capacités de progression. Et c'est vrai, numérique, je l'évoquais tout à l'heure, la question des femmes, enfin je veux dire, comment on peut résoudre les problèmes de numérique si la moitié des actifs ne sont pas concernés ou se sentent pas concernés. Bon. Et donc ça renvoie à l'autocensure des femmes, ça renvoie à plein de sujets, mais ça renvoie aussi aux entreprises. Est-ce qu'elles priorisent ces publics-là ? Et donc, on a des sujets vraiment majeurs, de penser vraiment l'amont, c'est-à-dire accompagner les personnes, mais aussi, et cette période de recrutement pousse en fait plein d'entreprises et de secteurs à changer leur profil. Et l'ensemble des acteurs, l'État sera très proactif sur ce sujet-là, mais l'ensemble des acteurs qui interviennent seront aussi en appui et pourront conduire ces transformations dans des entreprises et de leur processus de recrutement. Et des études de gestion d'ailleurs existent pour montrer qu'en fait les entreprises qui réussissent bien, qui réussissent mieux, en général, elles ont une caractéristique de diversité dans les équipes, de diversité de genre, de diversité de diplômes, diversité de parcours. Voilà. Et donc là, on est là, nous, pour mettre les outils, pour faire en sorte qu'y compris du point de vue de l'entreprise, parce que c'est des vraies transformations quand même dans les process RH, on les sécurise, on leur donne le coup de pouce, y compris financier, qui leur permettent de prendre le risque. Alors, on l'a vu, il y a différents dispositifs, différentes manières de bénéficier d'accompagnement. On va retrouver Béatrice Delay de France Compétences qui s'est intéressée justement aux usages fait de cette offre publique d'accompagnement. Alors, cette étude permet aussi d'éclairer la question des usages de l'offre publique d'accompagnement. On a 36% des enquêtés qui ont recours à cette offre pendant leur parcours de reconversion. Premièrement, quand on se penche sur le profil des utilisateurs, on s'aperçoit qu'il y a une part assez significative, bien sûr, de demandeurs d'emploi, ce qui est logique, mais également une part importante de salariés. Deuxième résultat intéressant, c'est la question des motifs de non-recours. Premièrement, on va trouver des individus qui n'ont pas recouru à l'offre publique d'accompagnement parce qu'ils estimaient ne pas en avoir besoin. Deuxième motif de non-recours récurrent dans l'accès aux droits, c'est la question de la méconnaissance et du déficit de notoriété de certains outils publics. Alors, les deux autres motifs de recours, on est sur un refus raisonné de recourir à l'offre publique. Là, on a 2 cas de figure. On a des individus qui, en fait, craignaient, en recourant à l'offre publique, de devoir se soumettre à des exercices de formalisation susceptibles de rendre visible leur rapport déficient à l'écrit. Et des individus qui, eux, ne souhaitaient pas recourir à de l'accompagnement. Ça ne collait pas avec leur désir de rester l'auteur exclusif de leur parcours professionnel.
Autre résultat intéressant de cette étude, les bénéfices que les individus peuvent tirer de l'accompagnement public. Premièrement, l'offre d'accompagnement public permet de décupler, d'augmenter la chance de pouvoir accéder à des ressources formatives ou financières supplémentaires. Et puis, autre bénéfice important qui ressort cette fois davantage des entretiens, c'est le fait que l'accompagnement remplit bien souvent une fonction de réassurance, d'aide à la décision, d'aide à la mise en mouvement. L'étude permet aussi de pointer certaines sources d'insatisfaction, de mettre en lumière, de mettre en exergue des besoins non couverts ou partiellement couverts par l'offre d'accompagnement existante aujourd'hui. Premièrement, on a pas mal d'individus qui n'ont pas forcément trouvé à se satisfaire dans l'offre existante. Soit parce que les informations dont ils ont été destinataires sont arrivées trop tard, soit parce que ces informations étaient trop généralistes. Autre élément d'insatisfaction, c'est des individus qui nous disent qu'ils auraient souhaité, ça n'a pas été le cas, que la réflexion menée sur un métier cible, à partir des aspirations, soit simultanée à un autre type de réflexion sur la faisabilité du parcours. Et puis enfin, les individus sont plusieurs à regretter que l'accompagnement s'arrête au moment où ils accèdent à l'emploi visé. Ils auraient aimé que cet accompagnement se prolonge un peu plus, de sorte à avoir un espace pour continuer à échanger sur le sens de leur reconversion et parachever d'une certaine manière ce processus de reconversion professionnelle. C'est une étape, c'est un moment décisif qui est souvent minoré en termes d'importance. Il y a des enseignements intéressants dans cette étude. Apparemment, les informations ne parviennent pas toujours aux usagers. Béatrice parle de méconnaissance et de déficit de notoriété de certains outils publics. Karine Seller, vous voulez répondre ? Oui, résultat vraiment très intéressant à de très nombreux égards. La première, je voudrais d'abord réagir sur cette question du non-recours. Le non-recours, comme le dit très, très bien Béatrice Delay, c'est manque de connaissances. Et donc de visibilité et qui empêche l'accès au droit. Mais on a un autre phénomène de non-recours qui est une espèce de mise en retrait, d'un manque de confiance, souvent en soi et dans les institutions, avec des gens qui ne franchissent plus en fait la porte de nos institutions, pas toujours par choix, parfois enfin, c'est des décisions qui sont par manque de confiance. Et on a, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, très tôt eu conscience de la nécessité d'aborder ce problème et de se confronter de façon très directe. Et on a notamment financé un appel à projet pour renouveler les approches, pour éviter ces phénomènes de non-recours. Et cet appel à projet qu'on a appelé repérage et remobilisation des invisibles. L'idée, c'était d'aller chercher ceux qui ne poussent plus la porte de nos institutions. Non pas parce qu'ils ne savent pas, mais parfois parce qu'ils n'y croient plus. Et souvent, quand on dit n'y croient plus, c'est ils croient plus en eux et en l'institution en même temps. Ouais. Et donc, avec un travail de repérage de ce qu'on appelait donc ces invisibles, ceux qui sont sous les radars, prendre contact avec eux sous d'autres formes, renouer le contact. Et donc, cette dimension-là, elle est vraiment essentielle parce que il y a là, si on ne fait pas cet exercice-là qui est très exigeant, d'aller vers un risque de fracture qui est très dommageable pour la société, pour les personnes elles-mêmes bien sûr, pour la société, mais aussi pour finalement notre développement économique et notre modèle économique. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de questions qui ont été évoquées aussi dans l'étude sur... ça veut dire quoi cet accompagnement et jusqu'où il doit aller. Dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, on a vraiment voulu renouveler les approches. Donc, c'est plus de formation. Le plan d'investissement, c'est x2 en termes de multiplication du nombre de formations qu'on finance. Mais c'est aussi renouveler les approches d'accompagnement pour les publics éloignés de l'emploi. Et en particulier, il y a beaucoup de projets qui s'attachent aujourd'hui à accompagner les premiers pas dans l'entreprise. C'est-à-dire que pour les publics plus vulnérables, il faut aller au-delà, finalement, et continuer à accompagner dans les premiers mois dans l'entreprise, parce que souvent, cette période-là d'intégration dans l'entreprise, c'est la période un peu charnière de risque, où ça peut basculer. Et il ne suffit pas de grand-chose, en fait. Maintenir un lien, avoir une personne ressource, pouvoir faire l'intermédiaire et le lien dans le cas de difficultés. Pour faire les premiers pas. Exactement. Et donc, on a beaucoup de projets très intéressants qui, aujourd'hui... et ça a des conséquences pour nous en termes de financement et de ce qu'on finance et jusqu'où, qui accompagne entre 3 et 6 mois la personne
et l'entreprise pour sécuriser un peu cette période charnière. Et ça fait partie des choses qu'il va falloir peut-être généraliser, dupliquer et à mon avis essaimer. Puisqu'on ne les connaît pas forcément, la preuve, les personnes disent qu'ils aimeraient ce dispositif et vous dites qu'aujourd'hui il existe... Aujourd'hui, on est plutôt dans des phases expérimentales, ce sont des appels à projets. On a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là, mais à une échelle qui reste encore expérimentale. On est d'ailleurs en train de travailler avec mes équipes à des guides de capitalisation. On sort un peu les bonnes pratiques et ce qu'il faut, de notre point de vue, faut retenir de ce qu'on a appris pendant 5 ans en testant d'autres façons d'accompagner les publics. Et cette dimension-là revient de façon quasi systématique comme un point sans doute à généraliser. En tout cas, c'est ce que dit l'étude qui nous a été présentée. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas aussi faciliter parfois les démarches? On sait que le rapport à l'écrit pose parfois problème pour certaines personnes souhaitant se reconvertir et ils sont parfois freinés par les dossiers, je pense aux dossiers dématérialisés en ligne, comme pour le CPF de Transition Pro, par exemple. Oui, alors il y a plusieurs points. Premier point, moi je voudrais quand même apporter un élément de pondération. Sur la satisfaction, puisque il y a un public qui n'est pas satisfait. Moi, je vais vous dire, puisqu'on est chargé du suivi du CEP. 86% des personnes qui sont passées par un CEP sont satisfaits. Premier point. Mais c'est pas beaucoup de personnes qui passent forcément par le CEP. Ceux qui passent, c'est bien ça. Premier point. Oui, premier point. Les demandeurs d'emploi sont très satisfaits. Vous avez le demandeur d'emploi. C'est la même chose. Puisqu'à peu près équivalent. Non, puisqu'on nous sommes chargés aussi de Pôle emploi dans le suivi du CEP. Sous couvert, bien évidemment, sous la responsabilité de France Compétences. Premier point. Sans faire satisfait, on est bien d'accord. Le deuxième point extrêmement important, c'est le fait, vous l'avez dit, l'illettrisme, par exemple. Dommage que ce public-là ne vienne pas à nous. Et je crois que ce que vous mettez en œuvre va aider ce public à venir à nous, enfin, en tout cas vers le CEP. Pourquoi? Vous avez aussi un certain nombre de dispositifs. Vous prenez l'exemple de Claire, qui est un dispositif extrêmement intéressant, qui est une certification qu'on peut proposer à ce public-là sur les domaines de compétences de base, dont écrire, compter, enfin bon, et qui doit permettre à ce public le plus fragilisé de pouvoir lui donner les fondamentaux pour derrière passer à une logique de formation et ainsi éviter de se retrouver dans des situations de rupture. Donc ça aussi, je tiens à le mettre en avant. Et puis, je rappelle aussi que derrière tout cela, tous les dispositifs accompagnent vraiment la diversité des publics qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que pour moi, il est important d'aller vers le conseil en évolution professionnelle qui peut néanmoins évoluer, vous l'avez dit, et il y a des démarches certainement à simplifier. Je voudrais vous lire, mon dire. Oui, merci. Dans la suite de ce que disait Karine Seller en particulier sur en fait comment on facilite l'approche à l'entreprise. Et donc, on le sait, plus les individus, plus les demandeurs d'emploi sont rapidement en entreprise, mieux ça se passe. Voilà, et pour assurer toute l'information, puisque c'est le sujet, dire à vos téléspectateurs qu'avec les financements plan d'investissement compétences et plan relance, on a lancé depuis le 1er septembre un marché national inédit, complémentaire aux conseils régionaux. Ça permet de former avant de recruter dans l'entreprise, donc en action de formation, en situation de travail. Ça a été pensé pour les petites entreprises, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'avoir des salariés qui savent transmettre, d'avoir des formateurs ou pseudo-formateurs en interne. On vient avec des organismes de formation qui ont été dûment sélectionnés et on travaille avec le responsable de l'entreprise et le demandeur d'emploi à identifier les parcours de situation de travail que le demandeur d'emploi doit suivre pour compléter ses compétences et lui permettre donc d'acquérir et de se former au prochain métier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, je pense, important à avoir en tête dans les outils, c'est la mise en situation de son petit nom de la PMSMP. Alors, en général, ça se passe avant. Alors, c'est quoi? C'est une mise en situation dans l'entreprise. C'est de quelques jours à 1 mois dans l'entreprise. Ça permet de découvrir, vraiment, de vivre ma vie. Et c'est important de se confronter quand on est en reconversion. À savoir que dans l'année qui suit la mise en situation, les personnes qui ont suivi mise en situation sont 72% en emploi, versus celles qui ne l'ont pas suivi, sont 55%. Donc ça a un effet énorme, et ça a un effet énorme pour confirmer l'entrée en formation, la motivation en formation et la réussite en formation. Et puis dernier point important, je pense, dans les éléments de réussite du conseil en évolution professionnelle, on en parlait, c'est l'information, et c'est pour ça qu'on parle des métiers porteurs. Nous, on force personne, on veut juste s'assurer que la personne, dans son orientation propre et les opportunités du marché du travail, elle ne rate pas des opportunités et qu'on ne crée pas de perte de chance.
Pôle emploi vient de diffuser il y a quelques jours un outil qui cartonne, qui s'appelle Data Emploi. Sur votre moteur de recherche préféré, vous mettez Data Emploi et ça permet d'identifier les emplois proches de chez vous, les formations, le taux de recrutement, donc tous les éléments pour les professionnels qui nous écoutent, mais aussi pour les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise, pour mieux contribuer aussi et mieux s'emparer des orientations vers les profils et vers les demandeurs vers les métiers qui recrutent. Alors, le conseil en évolution professionnelle, on l'a beaucoup évoqué au cours de l'émission, il est au cœur du coup de pro du jour. Tout de suite, coup de projecteur sur le conseiller en évolution professionnelle. Je suis Mourad Aouj, donc conseiller en évolution professionnelle au sein du groupement Évolution. Donc j'accompagne les salariés du secteur privé ainsi que les indépendants sur leurs projets de reconversion, d'évolution ou simplement pour échanger sur leurs projets, en tout cas sur une transition ou sur un projet professionnel. Ça peut être de la création d'entreprise, comme ça peut être une préparation d'un entretien annuel avec son employeur ou simplement lancer l'échange sur une possibilité de changer d'emploi, ou en tout cas d'évoluer. Le groupement Évolution a pour mission d'accompagner les salariés du secteur privé ainsi que les indépendants. Le groupement est constitué de 4 opérateurs qui ont pour mission le déploiement du conseil en évolution professionnelle en Île-de-France. On va y retrouver Chingari, Catalyst, ID Formation ainsi que l'association CEP Paritaire. Le conseil en évolution professionnelle, c'est l'échange et l'accompagnement de tout salarié ou indépendant qui souhaiterait apporter un premier niveau, enfin avoir un premier niveau d'information sur des questions liées à son évolution professionnelle et qui souhaiterait le déployer et le mettre en place. Le rôle du conseiller dans le projet professionnel, ça va être d'avoir une posture de facilitateur, d'informer, un petit peu de coaching et surtout de pouvoir mener, d'accompagner le salarié ou l'indépendant dans son projet. Dans un parcours de transition professionnelle, le conseiller va intervenir en amont ou lors du moment, à partir du moment où le salarié a déjà défini son projet professionnel et souhaite être accompagné sur le dépôt de la demande de financement. Ça peut être aussi dans le cadre d'un projet démissionnaire suite à la loi à venir. Un salarié qui dispose de 5 ans d'activité peut demander à la commission transition pro l'autorisation de démissionner. Donc il faut obligatoirement qu'il soit accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Mais le conseiller peut aussi intervenir au moment lorsque le salarié a un besoin ou l'indépendant a un besoin de questionnement. On fait beaucoup de co-construction, on fait beaucoup d'accompagnement. On emmène les gens sur une posture facilitante à pouvoir réaliser leur projet professionnel. Mais nous ne sommes pas là pour faire à la place des gens. Pour mettre toutes les choses de son côté, dans le cadre de son projet professionnel, il est bon d'être conseillé, d'être accompagné afin de pouvoir définir son projet et afin de pouvoir le réaliser. Que ce soit l'étape de définition du projet, le travail qu'on peut avoir dessus, et aussi comment le réaliser, donc la partie financière, donc l'accompagnement, montage d'un dossier. Voilà pour le conseil en évolution professionnelle, l'un des différents dispositifs mobilisables au cours d'une reconversion. Alors, l'émission touche bientôt à sa fin. On va faire un dernier tour de table pour terminer. Bah écoutez, merci, j'en profite. Oui, alors, pour dire qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est au moins 2 choses. Pour réussir ce dont on a parlé aujourd'hui, ce sont les compétences et ce sont les financements. Donc, dire à vos téléspectateurs et à vos internautes que Pôle emploi refond complètement le référentiel des métiers et des compétences, le fameux ROM 4.0, avec une approche compétences, y compris les soft skills, pour faciliter les ponts dont on a parlé. Voilà, donc avec tout ça est fait avec les partenaires, les OPCO, etc. Donc c'est un changement majeur qui va faciliter les ponts. Et puis deuxièmement, que vous l'avez compris, Pôle emploi a de nombreux financements par l'État, par les conseils régionaux, que les conseillers sont là pour accompagner les entreprises et les demandeurs d'emploi à réussir leur projet, à réussir leur recrutement. Donc il faut venir nous voir. Stéphane ? Écoutez, quelques points rapides. Le conseil en évolution professionnelle, indispensable. La preuve en est par l'image. Et c'est pour ça d'ailleurs que Transition Pro Île-de-France, concernant le projet de transition professionnelle et son financement, l'une, je dirais, des conditions, en tout cas, on a valorisé le CEP
pour, même si ce n'est pas obligatoire, pour pouvoir faire un projet de transition professionnelle. Et on regarde de manière plus intensive, avec plus d'intérêt, ces dossiers qui sont préparés, parce que souvent, avec le CEP, ils sont de meilleure, entre guillemets, qualité. Premier point. Deuxième point, c'est intéressant parce que la loi de 2018, à l'issue, avait amené, entre guillemets, là aussi, la perte pour transition pro du CEP. Mais néanmoins, on a réagi de manière extrêmement positive. Et aujourd'hui, toute la chaîne de valeur, on parlait de travailler ensemble. On travaille de manière très proche avec les CEP, le Conseil dans l'évolution professionnelle. Nous menons différentes actions en commun, justement, pour promouvoir, pour montrer la cohérence entre le CEP et derrière les dispositifs que nous portons. Et puis, dernier point, bien évidemment, nous vous convions, nous organisons une grande journée porte ouverte le 1er octobre, d'ailleurs avec le Conseil en évolution professionnelle, et on attend entre 500 et 700 personnes qui vont venir se questionner, chercher des réponses, et on s'emploiera à apporter ces réponses-là pour les amener à passer à l'action. Notre métier, c'est notre slogan, changer le vôtre. Eh bien voilà, notre métier, c'est de vous permettre de passer à l'action. Bernard. Oui, d'abord pour connaître le travail qui est fait par Audrey, notamment à Pôle emploi, ou Karine au commissariat et Stéphane, c'est pas facile. Donc, pour connaître de près, je salue effectivement à la fois les outils qui sont créés, à la fois la façon dont c'est fait et l'énergie qui est mise pour le faire, parce qu'elle est indispensable. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'agace de temps en temps, c'est entendre certains politiques, présidents de région ou pas par exemple, dire il faut forcer les gens à prendre tel métier. Pour moi, c'est antinomique avec l'idée même de reconversion et de transition. Voire même, j'ai entendu certains où si la personne ne va pas au bout de sa formation, il faut qu'elle la rembourse. Ouais. Ça me pose problème, moi. Et quand j'entends président, par exemple, de Nouvelle-Aquitaine, ça me réchauffe parce qu'effectivement, il dit que si on veut parler de reconversion, de transition et d'évolution, il faut reconnaître qu'une formation peut être aussi un endroit où on apprend ce qu'on ne veut pas. Donc, on peut changer et faire. Il y a cette logique-là derrière. Je terminerai en disant, par rapport à tout ce que je dis habituellement, et c'est l'objet même de Vous avez dit EFOP de cette émission. Le langage structure la pensée. Donc il y a des mots qu'il va falloir commencer à revoir. Ça me choque quand on parle d'invisible, par exemple, parce que les gens ne sont pas invisibles, ils sont non vus par ceux qui devraient les voir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quand on parle d'accompagnement, c'est comment on crée de la relation entre les humains. Comment quelqu'un qui est un conseiller Pôle emploi crée une relation avec quelqu'un qui va l'aider. Parce que c'est comme ça qu'on va redonner confiance à quelqu'un, c'est parce qu'on a une relation avec lui. Ça, c'est très important. Quand on parle de public, quand on parle de l'entreprise, je suis quelquefois provocateur en disant que c'est pas l'entreprise qui ne peut pas, c'est le dirigeant qui ne veut pas. Et c'est ça. Donc il faut remettre le mot. À un moment donné, c'est pas l'entreprise qui... non, c'est le responsable d'entreprise qui n'a pas voulu. Voilà. Donc c'est un peu mon message final, en espérant bien entendu d'autres émissions. Vous avez dit EFOP. Merci beaucoup Bernard. Karine Seller, pour terminer, qu'auriez-vous à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, nous regardent aujourd'hui? D'abord, on l'a bien, enfin l'émission le montre, la reconversion a plusieurs visages, et donc avec des situations différentes. Et tout ça renvoie à la nécessité d'abord d'accompagner ces différentes situations, de les prendre en compte. Et c'est une étape vraiment absolument indispensable. Ça renvoie, ça a été dit, à l'enjeu du conseil en évolution professionnelle, que ce soit pour des actifs salariés, ceux qui sont en emploi, ou pour ceux qui ont perdu leur emploi. Cette étape-là d'écoute et de capacité à construire un projet qui correspond et à regarder les métiers qui recrutent sur son territoire, parce que la question de la proximité, effectivement, assez importante, est une étape absolument indispensable. J'entends qu'on a un tiers, grosso modo, des personnes qui s'engagent dans un projet de transition professionnelle quand ils sont salariés, qui sont passés par le conseil en évolution professionnelle. C'est sans doute pas suffisant. Et donc, comme vous l'avez dit, on l'a tous dit, on a un enjeu de faire connaître ce droit. Pour moi, c'est pas un dispositif, le conseil en évolution professionnelle. Il faut sortir de notre regard qui consiste à parler aux gens en leur proposant des dispositifs.
c'est un droit à être accompagné quand on se pose des questions sur son projet professionnel. Et c'est un droit qu'on doit pouvoir mobiliser quand on est en emploi et qu'à la limite, on n'est pas encore très sûr de vouloir changer. Et donc, pour éviter que cette étape de transition, elle soit ensuite subie, contrainte, parce qu'on se sent au bout, acculé, soit dans l'entreprise, soit au moment d'une rupture de son contrat. Et donc, il y a un enjeu. Moi, je plaide pour qu'on arrête de parler de dispositifs et qu'on parle de droit. Mes équipes le savent, quand on écrit des notes ou peu importe quoi, je biffe systématiquement le terme de dispositif parce que je trouve que ça nous enferme dans des logiques qui sont pas celles qui sont utiles aux gens. Deuxièmement, comme les reconversions sont multiples, on a le devoir de faire équipe, on doit jouer collectif. Et on doit jouer collectif parce qu'on doit aussi éviter de penser par des logiques de statut. Et ça, on a encore des progrès à faire. Le plan d'investissement des compétences a très fortement contribué à ces approches-là. Mais on doit sortir nos approches de silos, de compartiments. Moi, j'ai coutume de dire que, surtout pour des publics très vulnérables, on a trop de guichets, on découpe les gens par tranches de saucisson en fonction de leurs problématiques. Et donc, avec trop de guichets, on a soutenu, nous notamment dans un programme qui s'appelle 100% inclusion, des logiques où l'ensemble des acteurs se réunissent avec des compétences différentes pour apporter des réponses à l'ensemble des problématiques, des difficultés, et pour éviter justement de renvoyer, d'interrompre. Et on a dit tout à l'heure, je crois que c'est Béatrice Delay qui disait, il y a une question aussi qu'il faut répondre tout de suite. Parfois, on a l'impression que la réponse, elle vient trop tard et on se décourage. Et c'est ce qui ressort aussi des projets qu'on a conduits dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Il y a un enjeu, ça met du temps à mûrir, mais une fois que c'est mûr, il faut répondre tout de suite. Et donc, ça, c'est difficile pour nous, les professionnels. Et donc, moi, je fais un dernier appel. Il faut qu'on fasse équipe, mais il faut aussi qu'on continue à être bousculés, nous les professionnels, pour répondre et qu'on raisonne vraiment par rapport aux besoins des personnes. Il faut qu'on travaille mieux ensemble, qu'on décloisonne nos approches. Il faut qu'on soit capable de répondre aussi juste à temps, au moment où les besoins se font jour. Et donc, c'est très exigeant, mais en même temps, d'abord, on en a le devoir, et je crois que tous ceux qui travaillent pour accompagner les reconversions, ils trouvent aussi une satisfaction. Il n'y a rien de plus beau que de voir un jeune ou un moins jeune qui redécouvre un nouveau métier et qui est lancé. Et c'est ce qui fait que, je crois, l'ensemble de nos professionnels se lèvent le matin. Je leur remercie. Il faut absolument continuer dans cette direction. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Karine Seller, haut commissaire aux compétences au ministère du Travail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Stéphane, merci Audrey. Bernard, quant à vous, je vous dis peut-être à un prochain numéro de Vous avez dit EFOP. Mais sûrement. Soyez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous.